34. Au moins une petite minorité d'ascètes devrait parvenir aujourd'hui à penser toute la pensée, non certes dans l'extension indéfinie qui appartient à son aspect réflexe, mais dans le mouvement intime par lequel elle naît. C'est le travail de concentration effectué selon le mouvement pur de la pensée qui, déjà dans la rigoureuse relationnalité propre à la science moderne, manifeste une exigence d'autonomie par rapport aux éléments inhérents ou influents d'ordre psychique. Cette autonomie est l'éducation initiale de la pensée, où l'objet est considéré non comme une fin, mais comme un moyen d'extrinsèquement de la pensée. C'est d'ailleurs ce que devait signifier la science moderne, non pas l'apparition d'un scientifisme impliquant, à terme, l'élimination du mouvement premier de la pensée, et par là même tout usage sain de la technique. La concentration est vraie quand elle se conforme au canon même de la pensée perçue par les sens, et non pas quand elle est l'expression de doctrines du passé qui, en proposant à la pensée des objets spirituels spécifiques et en la soustrayant à son propre processus, une méthode qui avait autrefois sa raison d'être, se présente aujourd'hui comme des canons du déjà pensé, c'est-à-dire d'un contentisme métaphysique qui paralyse la dynamique réelle de l'esprit. Avec une pensée donnée, on s'ouvre à la force par laquelle on peut la penser, grâce à l'intensité et à la continuité avec lesquelles on s'y consacre, même si c'est pour une courte période à chaque fois. Elle doit être pensée avec les forces qui proviennent de la pensée elle-même, et non d'une quelconque tension psychophysique. Il ne faut pas penser avec l'être que l'on est, mais avec la pensée qui est elle-même, malgré et au-delà de cet être. Le sujet, qui n'a pas de valeur en soi, mais seulement comme moyen d'activer la pensée, est un sujet quelconque, un signe ou un point de départ pour la pensée ordinaire, un point par lequel on rentre dans l'infini. La forme du sujet est la pensée qui est maintenant pensée, non pas dans la mesure où elle est cette forme donnée, mais dans la mesure où elle est la pensée dont on peut immédiatement faire l'expérience à travers elle. L'attitude de concentration correspond en fait à la relation que le moi en essence entretient avec la pensée. La pensée qui n'a jamais été pensée devrait vraiment être pensée, pour que la vie soit enfin expérimentée, pour que la vie puisse en fait naître expérimentée, pour qu'elle puisse en fait naître l'expérience non pas d'objet donné sous forme de pensée et donc non réellement possédé en tant qu'objet, ni en tant que pensée, mais de la pensée elle-même qui n'est liée à aucun objet, sans aucun nom ni aucune forme. Seule cette pensée peut activer la communion radicale avec les objets du monde et se transformer en forme de contenu expérimentable en tant que tel, dans son fondement ou son tissu archétypal. C'est la pensée qui peut penser la réalité, parce qu'elle est elle-même son essence. Elle doit s'éprouver elle-même comme essentielle et objective pour avoir le monde comme essentiel et objectif, pour réaliser son être un avec le monde. L'objectivité complètement vécue et la subjectivité complètement vécue, l'opposition entre elles est toujours la situation de la pensée réflexe. Celle-ci ne se donne que pour reconduire à son origine, et non pour se figer dialectiquement dans la forme primitive de son autodonation, imposée par les sens. L'expérience sensorielle est le seuil d'une vie qui se laisse supposer, mais non saisir, par la pensée qui l'arrête dans la première forme de sa manifestation, en prenant une telle forme de vie, poursuivie et échappant toujours à la perception sensorielle, et en ne se sachant pas active dans cette supposition et cette assomption. C'est pourquoi l'on s'illusionne sur le fait que l'on vit dans tout ce en quoi la vie est en vérité niée. Mais là où la négation est connue comme telle, le savoir qui surgit comme possibilité d'être au-delà de l'anéantissement, est le principe de vie auquel on aspirait, c'est la pensée qui pense enfin en vertu de son être propre, et non de son non-être. Son non-être éteint, ou nié, au moyen d'une volonté qui s'anime comme pensée, est le commencement de son être. C'est la vie à laquelle on tend obtusément pour l'avoir, sans s'apercevoir qu'on court après une image, non remarquée comme image, et qu'on n'a donc jamais, étant à chaque instant soustrait à la réflexivité. C'est pourquoi on croit la saisir dans l'instant successif. Cette pensée n'est pas celle qui naît comme couronnement de l'argumentation logico-philosophique, ni comme culture du savoir-faire spiritualiste comme cadre noble de son propre égoïsme, mais la pensée qui exige la consécration au mystère d'où elle jaillit, consécration à laquelle doit conduire toute logique qui n'est pas une erreur de pensée. Elle exige la pénétration du secret à travers lequel elle est, par essence, la lumière inhérente à la perception sensorielle, une lumière qui est également la substance des idées créatives, des archétypes. La lumière de la pensée ramène l'amour dans le monde, son tissu est la chaleur dans laquelle les instincts se transmutent et reviennent en tant que puissance spirituelle supérieure parce que la chaleur est originelle pour eux, dont ils ont perdu la pureté et la vitalité transcendante. Grâce à la lumière de la pensée, la chaleur des instincts revient comme puissance d'amour. Le sens final de la transcendance de la pensée, prise dans sa présence quotidienne, est de révéler son pouvoir de résoudre les instincts, de changer le mal en bien, de dissoudre les ténèbres de la psyché humaine pour qu'elle revienne à la lumière. C'est en définitive le pouvoir de l'amour, que l'on peut reconnaître dans la transcendance incarnée de la pensée, qui est l'incarnation du logo.